Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai bien pu avancer dans mes lectures, ça a même été une semaine très productive à ce niveau-là parce que je me rends compte que j'ai vraiment eu l'occasion de lire beaucoup de livres. Alors, je vais commencer par celui-ci que je vous avais présenté en partie la semaine passée parce que c'était ma lecture en cours. Donc on a L'été meurtrier d'Oxford, ce premier tome qui est Chou à la crime. Dans cette histoire, on suivait Gemma, une jeune femme de 29 ans, qui, après avoir fait des études à Oxford et après avoir eu un travail très important pendant quelques années, avait décidé de tout plaquer pour faire complètement autre chose, pour revenir à Oxford et ouvrir un salon de thé. Ce choix de vie ne convenait pas spécialement à ses parents, mais en tout cas à elle lui convenait parfaitement. Jusqu'au moment où on retrouve le cadavre d'un Américain dans son salon de thé, sur la petite cour de son salon de thé. C'était un client de la veille et apparemment il a été assassiné. On le retrouve étouffé avec les scones qui sont une des spécialités du salon de thé. Donc évidemment à ce moment-là la police va arriver, il y a une enquête qui va être menée. L'inspecteur, le lieutenant en charge de l'enquête n'est pas un inconnu pour Gemma, étant donné que c'est un de ses ex qu'elle a connu à l'université. Et étant donné que suite à cette malheureuse histoire, son salon de thé en prend un coup, elle va décider de mener sa propre enquête pour justement pouvoir reprendre ses activités au plus vite et éviter la faillite. J'ai vraiment adoré ce livre, c'est vraiment très chouette, on est dans une ambiance cosy, mystery très agréable. L'enquête est vraiment bien menée, il y a des surprises tout du long, il y a des rebondissements tout du long. La lecture est fluide, j'ai bien accroché à la plume de cette personne. Les personnages sont vraiment au top, autant Gemma, donc le personnage principal, que son entourage. Dans son entourage, on a notamment sa meilleure amie, on a ce lieutenant avec lequel elle a eu, cet inspecteur avec lequel elle a eu une histoire. Il y a aussi ses parents et puis il y a aussi les habitués du salon. Enfin, tous ces personnages sont vraiment bien construits, ils sont attachants, il y a de l'humour. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce livre. C'était vraiment une excellente lecture et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir lire le tome 2. On continue avec celui-ci, donc c'est le tome 2 de Cassidy Blake, Plongé dans les catacombes, de Victoria Schwab et on est toujours aux éditions Lumen. J'adore vraiment les couvertures, elles sont super jolies. On a la tranche ici et également le dos. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer vu que c'est un tome 2, mais pour vous mettre un petit peu le contexte, on poursuit les aventures de Cassidy Blake et de Jacob. Cassidy est une jeune fille et Jacob est son meilleur ami. Jacob, par contre, petite originalité, est un fantôme. Ils se sont rencontrés quand Cassidy a failli se noyer et que Jacob est venu la secourir. Suite à cette noyade, à présent, Cassidy peut voir les fantômes. Elle a le pouvoir de pouvoir passer à travers le voile, qui est la limite entre le monde des morts et le monde des vivants. Elle a comme objectif de chasser les fantômes. C'est une chasseuse de fantômes, donc elle doit un peu les délivrer parce que quand ils se retrouvent derrière le voile, ils sont un petit peu entre deux mondes et les personnes qui ont des aptitudes comme elle peuvent justement les libérer de cet état. Dans le premier tome, on était en Écosse. Ici, on se retrouve à Paris. Parce qu'on continue le parcours. Les parents de Cassidy sont des scientifiques et ils mènent une émission télé qui tourne autour du surnaturel et des fantômes et ils ont comme but de par étapes voyager et visiter des lieux emblématiques à ce niveau-là. Donc dans ce tome-ci, elles se retrouvent à Paris et ils vont être amenés à visiter les catacombes. Et là ils vont rencontrer un fantôme, mais c'est un fantôme un peu spécial étant donné que ici ce sera un esprit frappeur et ils devront faire face à cet esprit frappeur.
J'aime toujours autant, c'est très agréable comme lecture. On retrouve donc les mêmes personnages évidemment, on a toujours Jacob, Cassidy, on a ses parents. Donc on a les personnages principaux qui sont toujours bien présents, qui sont toujours aussi attachants. L'ambiance fantôme est toujours là du début à la fin, hein. Cela reste dans la même thématique. C'est une lecture jeunesse évidemment, mais si on apprécie le style, ben, je pense qu'il y a moyen de passer un très très bon moment de lecture. J'enchaîne avec celui-ci, donc Iduna et Agnar, la véritable histoire. C'est une histoire Reine des Neiges, donc ici on suit les parents de Anna et Elsa. C'est écrit par Marie Mancusi et c'est aux éditions Hachette. Au niveau de la situation, on se retrouve avant la Reine des Neiges, donc avant la naissance de Elsa et Anna, parce qu'on va suivre leurs parents. Donc leur mère s'appelle Induna et leur père s'appelle Agnar. Induna, dans ce livre, est une jeune fille qui appartient au peuple Northuldra. C'est un peuple qui honore et qui communique avec les esprits de la terre. Ils sont très nature, ils sont très paisibles comme peuple. Et Agnar, lui, c'est le prince héritier du royaume d'Arendelle. Et malheureusement, un combat va éclater entre ces deux nations. Et Indina va se retrouver séparée des siens. Elle va trouver Agnar qui est blessé et elle va décider de l'aider. Suite à cette décision, elle va se retrouver, malgré elle, amenée à Arendelle, où elle va devoir cacher son identité de tous, donc y compris de Agnar. Agnar, au fur et à mesure, va devenir son ami. Et donc au fur et à mesure que le temps passe, Induna va vraiment se retrouver coincée dans ce mensonge. Elle ne sait pas trop comment elle va pouvoir régler cette situation. Elle est coincée en fait à Arendelle parce qu'elle ne peut pas retourner chez elle étant donné qu'il y a une étrange brume qui empêche vraiment tout passage. Et Agnar va bientôt devenir roi, étant donné que lors de la bataille qui a éclaté, son père est décédé. Donc dans quelques années, il deviendra le roi. Induna doit faire face évidemment à ce secret, à toutes ces pressions qu'elle subit pour rester secrète et pour garder son identité secrète. Au fur et à mesure de l'histoire, je peux vous le dévoiler étant donné qu'on le sait, Induna et Agnar vont tomber amoureux. Et ici, la question c'est est-ce que leur relation va survivre? Est-ce qu'elle sera assez forte par rapport aux secrets qui les entourent, parce qu'il y a énormément de secrets, aussi bien autour d'Induna, mais également autour de Agnar. Donc on va en découvrir un petit peu plus par rapport à ça. J'ai bien aimé cette histoire qui mêle secret et amour sous le thème de la Reine des Neiges. Évidemment, il faut aimer les Disney, il faut aimer la Reine des Neiges, sinon ça sert à rien de se lancer dans ce genre de lecture. On est dans l'ambiance de contes de fées, dans le froid d'Arendelle, donc ça passe très très bien. La lecture, elle s'est fait vraiment très très vite. Enfin, je l'ai lu extrêmement vite. C'est aéré, c'est espacé. Il y a... Combien de pages y a-t-il? Il y a 362 pages, mais honnêtement, on ne les sent pas. C'est vraiment extrêmement fluide. La plume est vraiment agréable. Il y a des choses qui se passent, donc constamment, on a envie d'en savoir un petit peu plus. C'est aussi des chapitres très très courts, donc ça permet de vraiment... bien avancé dans la lecture à ce niveau-là. Donc voici pour celui-là. Passons maintenant à Bernard Minier, Nuit aux éditions Pocket. J'en avais parlé aussi précédemment vu que c'était ma lecture en cours et j'étais vraiment fort dedans, j'aimais vraiment beaucoup cette histoire et c'est toujours le cas, donc j'ai pu le terminer. On se retrouve ici, on commence l'histoire par un meurtre qui s'est déroulé dans les pays nordiques, en Norvège, et c'est la mort d'une
le meurtre plutôt, d'une technicienne qui travaille sur une plateforme pétrolière en pleine mer du Nord. L'enquête est menée par une inspectrice qui s'appelle Kristen et elle va se rendre donc sur les lieux, elle va se rendre sur la plateforme pour mener son enquête et il s'avère que que sur cette plateforme pétrolière, un homme manque à l'appel. Elle va fouiller sa cabine et elle va découvrir un tas de photos, un peu style photos de surveillance qui ont été prises. Et sur beaucoup de ces photos, il y a un homme qui est représenté. Et en fait, cet homme, c'est le commandant Martin Servaz. Elle va apprendre également que l'homme qui a disparu de cette plateforme pétrolière, donc le suspect principal évidemment du coup, s'appelle Julian Hirtman. Qui est en fait un dangereux meurtrier qui s'est évadé d'un asile psychiatrique quelques années auparavant. Ce dangereux meurtrier est connu de Martin Servaz, étant donné que c'est le personnage qu'on retrouve dans le précédent roman que j'ai lu qui se nomme Glacé. Je vais vous mettre la petite image sur le côté. Donc on va retrouver ce personnage dans ce livre. Suite à cette information, évidemment, Kristen va se rendre en France et Martin et elle vont s'associer pour essayer de retrouver ce tueur. Alors c'est vraiment excellent, j'ai bien aimé, c'est dans la même veine que Glacé. D'ailleurs, il est important de lire Glacé d'abord et ensuite après celui-ci, donc il faut les lire dans l'ordre. C'est agréable de retrouver le commandant Servaz, c'est agréable de retrouver les personnages de son équipe, également le caractère du commandant avec ses petites phrases latines qu'on retrouve tout au long du livre. Le suspense est toujours présent et on va découvrir en fait un Martin Servaz un peu plus torturé. Le côté psychologique est un petit peu plus mis en avant ici et c'est vraiment bien travaillé, c'est agréable d'en apprendre un petit peu plus à ce niveau-là. On s'ennuie vraiment pas, il y a des rebondissements, il y a un suspense, c'est vraiment très très bien fait. Ensuite, j'ai lu l'histoire de la Reine de Cœur. C'est aux éditions Snag. C'est un premier tome. Il me semble que ce sera une trilogie. J'étais assez intriguée de cette histoire parce que ici, ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir avec l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Ici, on se focalise, c'est l'histoire vraiment de la Reine de Cœur, Dina, qui est la princesse héritière du trône du Pays des Merveilles. Son père, le roi, donc le roi de cœur, gouverne d'une main de fer le royaume et sa mère est décédée. Dina va vraiment tenter et en vain d'obtenir l'approbation de son père ainsi que son affection. Elle tente plein de choses pour être plus proche de son père, mais ça change pas. Enfin, quoi qu'elle fasse, même, on dirait que même le simple fait d'exister est une déception constante pour son père. C'est un roi qui a l'air vraiment très très cruel. Pas du tout d'empathie, enfin pas du tout d'affection. C'est un personnage vraiment assez particulier à ce niveau-là. Et elle a un frère, son frère Charles, qui est le chapelier fou. Donc il fait des créations, des chapeaux. Et son frère, comme l'indique son surnom, n'a pas toute sa tête. Mais bon, pour elle, ça ne change rien. Elle adore son frère, elle va le voir régulièrement. Et voilà, il est important dans sa vie. Elle est un petit peu seule étant donné que voilà, son frère, il y a une distance du fait de son état. Son père, il y a une énorme distance à cause justement du caractère et du comportement du roi. Elle a ses serviteurs qui sont à son service et qui l'ont vu grandir et tout ça. Donc elle a de l'affection par ces personnes, mais c'est quand même pas la même chose. Pas la même chose à ce niveau-là, vu que ce sont des domestiques. Sa maman, elle est décédée il y a longtemps et elle a un seul ami qui s'appelle, comment s'appelle-t-il? Wardley, je pense, qui lui est on peut dire que c'est un soldat du royaume.
C'est un de ses amis d'enfance. Elle a des sentiments qui partent un peu plus vers de l'amour que des sentiments amicaux par rapport à ce garçon. Mais bon voilà, elle n'a pas non plus l'occasion de le voir tous les jours et vu qu'elle a un statut de princesse, ils ont une relation amicale mais elle ne déborde pas dans tous les sens non plus, ça reste assez strict à ce niveau-là. Donc elle se sent assez isolée, elle se sent délaissée, enfin voilà, elle n'a pas une situation facile et elle va découvrir par hasard, je vais pas en dire plus à ce niveau-là, mais elle va découvrir un aspect du royaume qui jusqu'ici lui était inconnu. Et elle va se rendre compte qu'il existe des secrets terribles et qu'en fait le mal est présent sur le royaume et qu'il étend en fait son territoire de plus en plus. J'ai bien aimé ce premier tome, donc on est plongé dans l'univers du pays des merveilles, mais c'est un peu version plus sombre et version de la jeunesse de la future reine de cœur, donc c'est intéressant à ce niveau-là. La lecture est fluide, vraiment. Ça se lit très vite. Je pense qu'il y a seulement 14 chapitres et qu'il y a un peu moins de 300 pages. Il y en a 285. De nouveau, au niveau de la lecture, l'écriture, l'espacement et tout ça, c'est aéré, donc c'est agréable au niveau de la lecture. J'ai bien aimé cette découverte de Dina, donc de la reine de cœur. On y retrouve, on y décrit une jeune fille qui est délaissée, qui est incomprise, qui est rejetée par son père principalement. Elle va découvrir une noirceur qu'elle ne soupçonnait même pas, donc elle va vraiment avoir tous ses principes et sa vision de son royaume et de son père qui vont être complètement chamboulés. C'est vraiment intéressant comme point de vue, c'est intriguant aussi pour la suite, du coup parce qu'on se rend bien compte que voilà, cette situation ne lui plaît pas du tout et qu'elle va sans doute essayer de faire quelque chose pour changer tout cela, mais voilà, on ne sait pas quoi. Donc ce premier tome a l'air bien prometteur, je serais curieuse de pouvoir découvrir la suite. J'ai également lu celui-ci qui me faisait vraiment envie. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et je me suis décidée à le lire. C'est La bibliothèque de minuit. C'est de Matt Haig et ici on est aux éditions Mazarine. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Dans ce livre, on va suivre Nora. Qui est une femme de 35 ans. Elle vient de se faire renvoyer de son travail. Elle a plus de contact avec son frère. Son chat malheureusement vient de mourir. Donc elle est vraiment dans une passe assez difficile. Et quand elle regarde la vie qu'elle a ou la vie qu'elle a eue, voilà, elle est vraiment très désespérée par rapport à ça. Et une nuit, elle va se retrouver dans la bibliothèque de minuit. Et cette bibliothèque va rassembler un nombre infini de livres. Et chacun de ces livres est une sorte de vie parallèle qu'elle aurait pu avoir. Si elle avait pris une autre décision. Donc par exemple, quand elle était plus jeune, elle faisait partie d'un groupe de musique et à un moment donné, elle a quitté le groupe pour faire autre chose. Et bien dans une de ses vies, par exemple, elle n'a pas quitté le groupe de musique et elle a évolué de cette façon. Et il y a une déclinaison presque infinie de chacune des vies qu'elle aurait pu mener si elle avait fait ci ou si elle n'avait pas fait ça. Et durant cette nuit particulière, avec l'aide de la bibliothécaire, elle va se replonger dans ses différentes vies afin de tenter de redonner un sens à la sienne, de se redonner en fait le goût et la joie de vivre et ainsi essayer de retrouver pour elle une vie parfaite. Alors bien évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Je vais m'arrêter là pour l'explication. Je n'en dis pas plus parce qu'il faut vraiment, je pense, pouvoir avoir la surprise et la découverte en lisant le livre.
Mais dans ce livre, on aborde des thématiques qui sont très importantes. En tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup fait réfléchir. On remet plein de choses dans leur contexte. On prend pas mal de recul. On replace ses priorités, ses importances. Enfin, c'est une réflexion un peu générale qui est, je pense, intéressante et surtout nécessaire. On va aborder notamment le thème des regrets qu'on peut avoir. Ça peut être des petits regrets insignifiants, comme des énormes regrets qui en fait vont avoir un impact sur notre vie. Ça parle aussi de la recherche du bonheur. Et c'est abordé vraiment avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de sagesse. Ça apporte voilà, une réflexion de la vie en général et de la façon dont tous ces regrets vont l'impacter. Dans la vie, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de bons choix ou de mauvais choix. Il n'y a pas de vie parfaite et en fait, il faut tenter d'apprécier ce qu'on a, même si c'est pas spécialement facile, mais voilà, c'est important. C'est important, c'est en fait, c'est tout un art. Ce livre est vraiment très surprenant. J'ai passé un excellent moment de lecture en sa compagnie et je le recommande. C'est vraiment une lecture à faire parce que ça apporte beaucoup de choses. La couverture en plus est super belle. On peut voir ici, elle est magnifique. Juste pour ça, il faut se lancer dedans. Il y a 400 pages ou un petit peu moins, mais de nouveau, je l'ai dévoré. Ça file tout seul. Dernier roman, c'est celui-ci. Donc c'est Autant n'emporte le vent, la partie numéro 2. Donc c'est toujours de Margaret Mitchell. Et ici c'est les éditions Gallmeister. J'en avais parlé dans la vidéo de la semaine passée parce que c'était ma lecture audio en cours. Et j'ai pu terminer cette lecture audio. Donc j'ai fait le tome 1 et le tome 2 en audio. C'était nouveau pour moi, donc j'ai tenté cette expérience et j'ai bien apprécié. J'ai adoré cette lecture, c'est un classique. C'est vraiment une histoire incroyable. Il y a de tout là-dedans. Ok, ces deux belles briques quand même, ce sont des éditions de poche et chaque tome fait un peu plus de 700 pages, mais franchement il ne faut pas hésiter à se lancer dans cette lecture parce que c'est vraiment génial. Je ne vais pas encore vous reparler de quoi ça parle étant donné que j'ai déjà fait plusieurs fois dans les précédentes vidéos, mais c'est vraiment un super moment de lecture à savourer. On va terminer avec un petit manga. J'ai lu le tome 2, Reine d'Égypte. Précédemment, j'avais lu le tome 1 que j'avais vraiment beaucoup aimé, donc j'ai pu simplement continuer un petit peu avec ce tome 2 qui est toujours aussi agréable. Ensuite, toujours le personnage principal qui sera donc ici la future reine Hatshepsut. Elle doit toujours faire face aux intrigues du palais. Elle doit toujours se battre et lutter pour garder son autorité, pour affirmer aussi sa place et pour pas se laisser écraser par les différentes puissances, que ce soit évidemment son mari et son frère Seti, le roi avec qui elle a qui ont des opinions et des caractères complètement différents. Il y a évidemment les difficultés au niveau des différents clergés qui ont eu de plus en plus de pouvoir au fur et à mesure des années. C'est toujours aussi bien fait, c'est une superbe fresque dans l'Égypte ancienne, je me régale. Voilà, c'est tout pour mes lectures. Ça fait quand même beaucoup de lectures en une semaine. Je m'en rendais pas compte. En fait, j'ai pu lire pas mal le week-end passé. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'en ai accumulé pas mal pour cette semaine. En ce qui concerne mes lectures en cours, je suis dans cette lecture, donc Les petits meurtres en campagne. C'est les enquêtes de Lady Hardcastle. C'est de T.A. Kinsey. Ici, on est aux éditions City Poche. Je l'ai trouvé un peu par hasard. Le résumé m'a intriguée. J'ai presque fini. Je suis, je pense, à moins de 100 pages de la fin. C'est sympa. On suit ici deux personnages. Donc, on a une veuve excentrique et sa domestique, donc qui s'appelle Flo.
Mademoiselle Armstrong, qui vont débarquer dans une petite ville, hein. Donc elles s'éloignent de Londres et elles arrivent en campagne. Et dès leur arrivée, on retrouve un homme pendu. Étant donné qu'elles ont de l'expérience de par leur passé, elles vont assister la police dans cette enquête. Elles vont aussi se familiariser avec l'entourage, les personnes du village. Elles vont être invitées, étant donné que c'est un peu les nouvelles coqueluches, enfin en tout cas évidemment la lady plus que sa domestique, mais étant donné qu'elles sont vraiment très soudées, elles ne sont pas vraiment sur une situation de maître et de domestique, c'est plus elles ont plus développé une amitié. Donc il y a beaucoup d'humour entre ces deux personnages. Il y a des échanges vraiment sympas, vraiment rigolos. Cette lady excentrique, voilà, elle a un caractère assez affirmé et sa bonne, elle a des aptitudes particulières parce qu'elle est spécialisée dans les arts martiaux de par son passé. Donc voilà, c'est assez cocasse à ce niveau-là. Elles vont être invitées à des fêtes de fiançailles et durant la soirée, en tout cas le lendemain, on va retrouver un deuxième cadavre. Deuxième cadavre, donc la police va également débarquer et en plus de ça, en toute confidentialité, la propriétaire des lieux signale à cette lady qu'il y a eu un vol qu'elle ne veut pas déclarer à la police pour plein de raisons de bienséance, on va dire. Et elle lui demande, étant donné qu'elle aide la police et qu'elle a apparemment de l'expérience dans les enquêtes, de mener en toute discrétion une enquête par rapport à ce vol et essayer de lui ramener le bien dérobé. Donc voilà, on a ces trois choses, on a le vol, on a les deux meurtres et il y a l'enquête qui tourne tout autour. Étant donné qu'il me reste moins d'une centaine de pages, je pense que je vais bientôt avoir le dénouement, mais franchement pour l'instant c'est vraiment très bien fait. Je n'ai aucune idée de qui pourrait être le coupable. On a une idée de ce qui pourrait avoir été le déclencheur de ces meurtres, hein. On apprend de quelle façon voilà, les personnages sont liés ou pourraient en tout cas avoir été liés. Mais par contre, je ne vois vraiment pas la conclusion finale. Donc j'espère avoir une surprise à la fin. Je vais continuer, mais pour l'instant c'est vraiment un chouette moment, j'aime bien. C'est une découverte, c'est le premier livre apparemment. Étant donné que c'est dans le titre, il y a quand même mis les enquêtes de Lady Hardcastle, je me dis qu'il y en a peut-être d'autres qui existent. C'est peut-être une série, je sais absolument pas. Je vais peut-être regarder, mais en tout cas, s'il y en a d'autres qui sont déjà là ou s'il y en a d'autres qui arriveront, bah, je replongerai avec plaisir dans cet univers. Seconde lecture, c'est celle-ci, Les sorcières du clan du Nord, c'est de Irina Bragnul. On est aux éditions Gallimard Jeunesse. Pour celui-ci, je suis pas très loin, j'ai lu une centaine de pages sur un peu plus de 400. C'est un tome 2, j'avais lu le premier tome, je pense que c'était en automne 2021. Le premier tome, la couverture est toute noire. Je mettrai l'image ici à côté pour que vous voyez. Et j'avais bien aimé, donc je me suis décidée de me lancer dans le tome 2. Je ne vais pas trop vous en dévoiler étant donné que c'est un deuxième tome, mais on retrouve à nouveau les personnages principaux. Donc on a Poppy, on a Clarée, on a aussi le clan des sorcières et on apprend que il y a également le personnage de Léo. Donc voilà, c'est une histoire qui tourne autour d'un trio amoureux entre ces trois personnages. Il y a des histoires de clan des sorcières, d'héritiers du clan des sorcières. Il y a eu des intrigues familiales. Je vais pas trop vous en parler parce que vraiment il faut d'abord lire le tome 1. Donc peut-être si ça vous intéresse, commencez par ce tome 1. J'avais bien aimé le premier. C'était pas un coup de cœur, mais c'est une histoire voilà, qui se lit facilement, qui est intéressante. Donc voilà, je continue celui-ci sur ma lancée. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, j'espère que mes lectures vous auront donné des idées.
Je vous souhaite un très bon week-end, de bonnes lectures et je vous dis à très vite.